un milliardaire aperçut son chauffeur, originaire d'un quartier pauvre, en train de danser avec sa fille en fauteuil roulant. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde stupéfait. « Arrêtez ça immédiatement !» La voix d'Adriano Velasco résonna dans l'immense demeure, tranchante et autoritaire. Depuis l'embrasure du salon, il se tenait droit, les poings serrés, fixant une scène qui fit monter la colère en lui. Au centre de la pièce, sa fille de 8 ans, Lucia, était assise dans son fauteuil roulant, le visage illuminé par le premier véritable sourire qu'elle affichait depuis des mois. À ses côtés se trouvait Mattia Corvian, le chauffeur qu'Adriano avait engagé 3 semaines plus tôt, bougeant au rythme d'une douce musique brésilienne diffusée depuis son téléphone. Âgé de 32 ans, Mattia guidait avec précaution la petite main de Lucia, tournant doucement autour de son fauteuil, tandis qu'elle applaudissait, son rire emplissant la pièce. Un son qu'Adriano n'avait pas entendu depuis l'accident. « Que se passe-t-il ici ?» La voix d'Adriano coupa court au moment, tandis qu'il avançait. Mattia s'immobilisa aussitôt, lâchant la main de Lucia. Son bonheur disparut instantanément, remplacé par un regard inquiet et incertain. Mattia resta calme, levant les mains dans un geste apaisant. « Monsieur Velasco, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. »« Expliquer ?» répliqua Adriano, le ton sec. « Votre travail est de conduire, pas ça. » Son bras désigna brusquement le téléphone, qui jouait encore la mélodie. « Coupez ça tout de suite !» Les yeux de Lucia se remplirent de larmes et ses épaules se mirent à trembler. Mattia attrapa rapidement le téléphone et stoppa la musique. Le silence lourd qui suivit épaissit l'air. Le regard d'Adriano passa de sa fille à l'homme qui se tenait près d'elle, un étrange serrement lui prenant la poitrine. « Papa, s'il te plaît !» dit Lucia d'une voix faible, presque tremblante. Mattia me montrait juste comment danser comme les autres enfants. « Tu ne peux pas danser !» lâcha Adriano sans réfléchir. « Tu es en fauteuil roulant, Lucia. Plus vite tu l'accepteras, plus ce sera facile. » L'expression de Mattia changea à peine. Sa mâchoire se contracta, mais il n'y avait ni peur ni colère, seulement quelque chose de profond, comme s'il comprenait la douleur derrière ses mots. « Monsieur Velasco », dit-il doucement, sa voix portant un léger accent qu'Adriano n'avait pas remarqué auparavant. « Pourrions-nous parler en privé ?»« Il n'y a rien à dire, » répondit Adriano froidement. « Rassemblez vos affaires, vous êtes renvoyés. » Mattia inclina la tête en signe d'acceptation, mais avant de partir, il se tourna vers Lucia. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les papillons, » dit-il doucement. « Certains volent à leur manière, mais ils volent quand même. » Tandis qu'il s'éloignait, Adriano ne pouvait se défaire de l'impression que cet homme ne correspondait pas au rôle d'un simple chauffeur. Il ne semblait ni paniqué ni abattu, mais portait en lui une assurance tranquille, comme s'il savait quelque chose qu'Adriano ignorait. Les larmes de Lucia revinrent, et Adriano s'agenouilla près de son fauteuil pour tenter de la réconforter, tout en entendant lui-même à quel point ses paroles sonnaient creux. « Pourquoi l'as-tu fait partir ?» demanda-t-elle en sanglotant. « Il me faisait me sentir comme tout le monde. » Adriano n'eut pas de réponse. Depuis l'accident, 6 mois plus tôt, elle avait été suivie par les meilleurs spécialistes et thérapeutes que l'argent puisse payer. Mais aucun n'avait réussi à lui rendre son sourire. Seul Mattia y était parvenu. En la voyant essuyer ses larmes, Adriano se demanda s'il n'avait pas commis une grave erreur. Quelque chose chez Mattia avait éveillé en lui des signaux d'alerte. Non pas de danger, mais de curiosité, comme si cet homme portait en lui une histoire encore inconnue. 3 jours après l'avoir renvoyé, la demeure des Velasco retrouva son froid et son silence. Adriano se plongea dans ses affaires, se persuadant qu'il avait agi dans l'intérêt de Lucia. Aucun étranger ne devait avoir la possibilité de profiter d'elle. Mais Lucia ne reprenait pas sa routine. Elle restait dans sa chambre, refusait ses repas et pleurait à chaque bruit de voiture, espérant que ce soit Mattia. Ses thérapeutes rapportaient qu'elle ne coopérait pas. Elle refusait toute séance. « Papa, pourquoi Mattia ne revient pas ?»
demanda-t-elle encore ce matin-là, son oreiller humide de larmes. Nous en avons déjà parlé, chérie, répondit Adriano en ajustant sa cravate. Ce n'était pas la bonne personne pour ce travail. Une réunion avec des investisseurs japonais l'attendait, et il ne pouvait se permettre de retard. Mais lui, il me comprenait, murmura-t-elle en se détournant. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement, Mattia était assis à sa table usée, travaillant calmement sur un ordinateur portable bien plus sophistiqué que son environnement ne le laissait penser. Sur l'écran, des messages en anglais, en français et en portugais, des échanges qui ne correspondaient pas à la vie d'un simple chauffeur. Puis, son téléphone se mit à sonner. « Docteur Corvian ?» La voix au bout du fil parlait un français impeccable. « L'université souhaite confirmer votre disponibilité pour la conférence sur la neuroplasticité de la semaine prochaine. » « Je devrais la reporter de quelques jours, » répondit Mattia dans la même langue, les yeux fixés sur une photo discrètement prise de Lucia lors d'une de leurs séances de danse. « J'ai un cas spécial qui demande mon attention. » Adriano n'avait jamais pris le temps de vraiment se pencher sur le passé de Mattia Corvian. S'il l'avait fait, il aurait découvert que l'homme derrière le volant de sa voiture détenait un doctorat en neurosciences de la Sorbonne, spécialisé dans la thérapie par la musique et le mouvement pour les enfants ayant subi des lésions neurologiques. Mattia avait autrefois suivi la voie d'une brillante carrière universitaire à Paris, avant de tout quitter après une tragédie personnelle. Pourtant, même cela n'aurait pas révélé toute l'histoire. Mattia connaissait les Velasco depuis bien plus longtemps qu'Adriano ne l'aurait imaginé. Alors qu'Adriano tentait de se préparer à une nouvelle journée en ignorant les sanglots de sa fille, son assistant, Dario, entra dans le bureau, l'air préoccupé. « Monsieur Velasco, j'ai quelque chose d'inhabituel à vous signaler », commença-t-il en jetant un coup d'œil à sa tablette. « Le chauffeur que vous avez renvoyé, il n'a rien contesté, n'a pas demandé de recommandation et ne semblait pas du tout inquiet. » Adriano plissa les yeux. Ce calme l'avait dérangé depuis le début. Et alors? Peut-être qu'il avait déjà trouvé un autre travail. « C'est plus que ça, monsieur. J'ai fait quelques recherches. Il est très instruit, parle 4 langues et a travaillé avec des enfants ayant des besoins particuliers dans des hôpitaux partout en Europe. » Un léger trouble passa dans le regard d'Adriano. « Pourquoi je n'entends ça que maintenant ? » Parce que vous n'aviez pas demandé de vérification complète. Vous aviez dit que vous cherchiez juste un chauffeur. Dario marqua une pause. Adriano se souvenait à peine de l'entretien. L'agence avait présenté Mattia comme qualifié et expérimenté avec les familles. Il avait supposé que cela signifiait en tant que conducteur. Cet après-midi-là, Adriano rentra plus tôt et trouva Lucia exactement comme le matin, allongée sur le lit, regardant par la fenêtre. Cette fois, elle murmurait quelque chose. « À qui parles-tu, mon trésor ?» demanda-t-il en s'approchant. « Au papillon, répondit-elle doucement sans se retourner. Mattia m'a dit que certains volent différemment, mais qu'ils volent quand même, comme moi. » Adriano sentit un nœud dans sa poitrine. C'étaient les derniers mots que Mattia lui avait laissés. Plus tard dans la soirée, après que Lucia se fut endormie, Adriano erra jusque dans le garage, l'endroit où Mattia passait souvent du temps à nettoyer la voiture en fredonnant. L'espace était vide, mais sur le siège du conducteur, il aperçut une petite pochette en cuir. En l'ouvrant, il s'attendait à trouver des papiers ordinaires. À la place, il découvrit des études médicales sur la paralysie infantile, des recherches sur la musicothérapie et des notes manuscrites portant les initiales SB, Lucia Velasco. Les pages contenaient des observations professionnelles, des plans d'exercice et des progressions musicales minutieusement élaborées pour des mois de thérapie. Tout au fond, Adriano trouva une photo usée, un jeune homme en blouse blanche à côté d'une femme blonde allongée dans un lit d'hôpital, tous deux souriants. Les yeux de la femme, d'un bleu éclatant, étaient reconnaissables entre mille. C'était Elena, sa défunte épouse, morte dans le même accident qui avait paralysé Lucia. Au dos de la photo, on pouvait lire en français « Docteur Mattia Corvian, spécialiste en traumatisme neurologique pédiatrique. Traitement d'Elena Velasco. » Les mains d'Adriano tremblaient.
Mattia n'était pas arrivé par hasard. Il avait soigné Elena 6 ans plus tôt dans un hôpital parisien. Et maintenant, sans prévenir, il était revenu dans leur vie au moment précis où Lucia avait le plus besoin d'aide. Chaque mot dur qu'Adriano lui avait adressé, chaque regard froid, devenait insupportable. Mattia n'avait jamais cherché à profiter de Lucia. Il était peut-être le seul à savoir vraiment comment l'aider, et Adriano l'avait renvoyé. Le lendemain matin, Adriano fut incapable de se concentrer sur ses affaires. L'image d'Elena avec Mattia le hantait. Ce n'était sûrement pas une coïncidence que son ancien médecin se retrouve chauffeur chez eux à cet instant précis. Il annula toutes ses réunions et se tourna vers Dario. « Engagez une agence de détectives privés. Je veux un rapport complet. Chaque emploi, chaque document, chaque détail de la vie de Mattia Corviane depuis 15 ans. » Dario hésita. « Puis-je demander pourquoi c'est soudain si urgent ?»« Parce que, répondit Adriano en serrant la photo, l'homme que nous pensions n'être qu'un chauffeur est quelqu'un de tout à fait différent. Et je dois savoir exactement qui il est. » Pendant ce temps, l'état de Lucia commençait à se dégrader. Lucia avait cessé de manger, parlait à peine et portait désormais une légère fièvre que les médecins ne pouvaient expliquer. Pendant les séances de thérapie, elle gardait les yeux fermés tout du long, immobile, comme si elle avait complètement renoncé. « C'est comme si elle lâchait prise », déclara doucement le docteur Quintana, le pédiatre de la famille, après son examen. Parfois, les enfants qui ont vécu un traumatisme créent des liens rares et profonds. Quand ces liens sont brusquement rompus, « Vous pensez que ma fille est malade parce que j'ai renvoyé un chauffeur ?» coupa Adriano, l'incrédulité dans la voix. « Je pense que vous ne réalisez pas à quel point cet homme pouvait être important pour sa guérison. » Plus tard dans la journée, un message crypté arriva de l'agence. Adriano s'enferma dans son bureau avant de l'ouvrir. En le lisant, l'image qu'il s'était faite de Mattia Corviane commença à s'effondrer. Mattia avait obtenu son diplôme de médecine à Sao Paulo, puis s'était spécialisé en neurologie pédiatrique en France. Pendant des années, il avait travaillé à l'hôpital Saint-Malard de Paris, le même où Elena avait été soignée lors de ses recherches. Mais le rapport révélait bien plus encore. 3 ans plus tôt, la fille de 5 ans de Mattia, Alba, était morte dans un accident de voiture étrangement similaire à celui qui avait laissé Lucia paralysée. Après cette perte, Mattia avait quitté la médecine traditionnelle pour se consacrer à la création de programmes de thérapie par la musique et le mouvement destiné aux enfants confrontés à un traumatisme grave. Le rapport comprenait des études publiées, des citations internationales et même une interview dans un journal français datant de 2 ans, où Mattia avait juré de retrouver des enfants comme sa fille et de leur redonner la chance de ressentir de la joie. Adriano prit son téléphone et l'appela. La ligne sonna plusieurs fois avant qu'une voix calme ne réponde. « Alors, vous avez découvert qui je suis » dit Mattia. « Pourquoi ne m'en avez-vous rien dit ?» demanda Adriano, un mélange de colère et de confusion dans la voix. « Parce que des hommes comme vous n'engagent pas d'anciens médecins pour conduire. Vous engagez des chauffeurs. Et Lucia avait besoin de quelqu'un qui puisse rester proche sans attirer l'attention ni créer de pression. Quelle attention? Quel est votre véritable but ici ?» Mattia expira lentement. « 6 mois avant l'accident, votre femme est venue me voir. Elle cherchait des traitements pour la paralysie infantile, car des tests pendant sa grossesse avaient montré un risque possible pour la santé de Lucia. » Adriano sentit le sol se dérober sous lui. « C'est impossible, elle est née en parfaite santé. » « Oui, répondit Mattia, mais Elena savait qu'il existait un risque génétique qu'un problème survienne plus tard. Elle se préparait, au cas où. Elle m'a demandé de lui promettre que j'aiderais Lucia si ce jour arrivait. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Elena avait porté un secret, se préparant en silence à une catastrophe qui n'était pas encore arrivée. « Vous inventez ça, murmura Adriano, sans réelle conviction. « C'est dans son testament, répondit Mattia. Je suis sûr que vos avocats ont considéré cela comme les inquiétudes d'une future mère. Elle a écrit exactement comment Lucia devait être soignée si elle devait un jour faire face à une paralysie. » Adriano ouvrit le fichier numérique du testament d'Elena et fit défiler les pages. À la page 17, il le lut noir sur blanc.
Si notre fille subit un traumatisme neurologique ou une paralysie, je recommande le docteur Mattia Corvian, expert en thérapie alternative. Ces méthodes peuvent sembler inhabituelles, mais elles réussissent là où d'autres échouent. « Mon Dieu !» souffla Adriano, laissant tomber le téléphone de sa main. À ce moment-là, Dario entra avec un dossier. « Monsieur, vous devriez voir ceci. J'ai trouvé des preuves de paiement réguliers que votre femme a effectuées à une clinique de rééducation pour enfants à Paris. Ces paiements venaient d'un compte joint et ont continué jusqu'au mois dernier. » Les mains d'Adriano tremblaient en parcourant les documents. Elena avait soutenu la clinique pendant toutes ces années et Mattia y avait travaillé comme consultant. « Il nous surveillait, » murmura Adriano. « Pas surveiller, » corrigea doucement Dario. Attendre le moment où il serait nécessaire. Le poids de la réalisation l'écrasa. Il avait chassé l'homme même qu'Elena avait choisi pour aider Lucia en cas de malheur. Il avait insulté un médecin qui avait abandonné une brillante carrière pour tenir une promesse à une femme qui n'était plus de ce monde. Et il l'avait fait devant Lucia, détruisant le seul vrai lien qu'elle avait depuis l'accident. Adriano composa à nouveau le numéro de Mattia. « J'ai besoin que vous reveniez. » « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, » répondit Mattia d'une voix égale. « Je ne suis pas quelqu'un que l'on peut écarter puis rappeler à sa convenance. Je suis un médecin lié par une promesse que j'ai faite. Alors dites-moi, » exigea Adriano, « qu'attendez-vous exactement de moi ? J'attends que vous arrêtiez d'essayer de dicter le parcours de la guérison de votre fille et que vous commenciez à en faire partie. J'ai besoin que vous admettiez que vous n'êtes pas celui qui sait ce qui est vraiment le mieux pour Lucia, et surtout, vous lui devez des excuses, pas à moi. » Ces mots furent difficiles à avaler, mais Adriano les accepta comme un remède amer. « Et si je fais ce que vous demandez, alors elle pourrait encore avoir une chance de retrouver un vrai bonheur. » Alors que ces paroles résonnaient en lui, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. Lucia voulait que vous voyiez ceci. En pièce jointe, une courte vidéo. On y voyait Lucia assise dans son fauteuil roulant dans ce qui semblait être un cabinet médical, le visage éclairé par un sourire. Elle bougeait les bras en rythme avec une douce musique en arrière-plan. Ses jambes, bien que immobiles, se déplaçaient légèrement au rythme. On apercevait Mattia dans un coin, guidant patiemment ses mouvements. La note en dessous était brève mais tranchante. Elle a fait ça la semaine dernière, quand elle croyait encore que vous l'aimiez plus que votre fierté. Ce fut l'instant où Adriano comprit qu'il n'avait pas simplement froissé un collègue. Il avait brisé la confiance fragile de sa propre fille. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr qu'elle puisse être réparée. Pourtant, après avoir visionné la vidéo encore et encore, quelque chose d'inattendu germa en lui. Non pas le besoin de contrôler, mais la volonté d'apprendre. Peut-être n'était-il pas trop tard pour être le père dont Lucia avait vraiment besoin. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Mattia termina un appel téléphonique et posa son regard sur une photo encadrée sur son bureau. Alba, sa petite fille, souriant dans une chaise berçante peu avant l'accident. « Encore une, ma chérie, murmura-t-il. On va en aider une de plus. » Sans prévenir, Adriano se rendit à l'appartement de Mattia. Ses mains tremblaient en serrant le rapport d'enquête plié. Sur le balcon, Mattia était assis, un livre en français ouvert devant lui, comme s'il l'attendait. « Vous avez tout déclenché ?» lança Adriano en montant les marches. « Depuis le tout début » répondit Mattia. Fermant le livre avec soin, Mattia désigna la chaise à côté de lui. « Asseyez-vous, monsieur Velasco. Parlons en homme qui se soucie tous deux de la même enfant. »« Non, » répliqua Adriano sèchement. « Vous nous avez trompés sur qui vous êtes. Vous vous êtes immiscé dans ma famille. Vous avez même utilisé la mémoire de ma femme pour honorer une promesse que je lui ai faite, » l'interrompit Mattia d'un ton ferme. « Une promesse dont vous n'avez jamais eu connaissance. » Adriano jeta le rapport sur la table. « Je sais pour Alba, je sais que vous avez quitté la médecine quand elle est morte et que vous aidez d'autres enfants comme pour compenser sa perte. » Le regard de Mattia se troubla un instant, mais il ne le nia pas. « C'est vrai, chaque enfant que j'aide me permet de sentir à nouveau la présence d'Alba. Mais ne croyez pas une seconde que cela diminue l'amour que j'ai pour Lucia. Comment osez-vous ?
commença Adriano, mais Mattia le coupa. Votre femme est venue me voir parce qu'elle savait que vous n'approuveriez jamais des traitements non conventionnels. Elena connaissait votre besoin de tout contrôler et d'exiger des preuves scientifiques pour des blessures émotionnelles. Elle m'a fait jurer que si quelque chose arrivait à Lucia, je trouverais un moyen d'être là, même si cela signifiait cacher qui j'étais vraiment. Sur la table, Mattia prit une vieille lettre jaunie. Elle vous a écrit ceci, à vous remettre seulement lorsque le moment serait venu. Adriano reconnut immédiatement l'écriture d'Elena. Ses mains tremblaient en lisant à voix haute. « Adriano, si Mattia t'a remis cette lettre, c'est que notre fille a besoin de lui et que tu te mets en travers de son chemin. Arrête d'essayer de la réparer et aime-la telle qu'elle est. Laisse Mattia l'aider. Il a perdu son propre enfant, mais il peut sauver le nôtre. » Les larmes roulèrent sur les joues d'Adriano. « Pourquoi m'avoir caché ça ?»« Parce que vous n'étiez pas prêt, » répondit Mattia. « Vous deviez voir la joie de Lucia avant de pouvoir accepter que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées ni achetées. » La sonnerie soudaine du téléphone d'Adriano coupa le moment. C'était Rosa, l'infirmière, la voix pressante. « Monsieur Velasco, vous devez rentrer tout de suite. Lucia est hors du lit. Elle essaie de marcher seule et refuse de s'arrêter tant que Mattia ne revient pas. » La poitrine d'Adriano se serra. « Je rentre, » dit-il à Mattia, « et vous venez avec moi. »« Pas comme votre subordonné, » répondit Mattia, « comme le médecin de votre fille, comme l'homme que votre femme a choisi pour s'occuper d'elle, et comme quelqu'un qui n'acceptera plus d'être traité comme inférieur alors qu'il protège sa famille. » Pendant le trajet de retour, Adriano finit par poser la question qui le hantait. « Dites-moi, qu'attendez-vous vraiment de moi ?» Les yeux fixés sur la route, Mattia répondit « Je veux que vous voyiez la personne que je suis avant de me juger pour mes origines. Je veux que vous abandonniez l'idée que le fait d'avoir grandi dans la pauvreté et d'avoir conduit votre voiture me rend inapte à m'occuper de votre fille. Et je veux que vous admettiez avoir écarté la seule personne qui ait apporté de réels progrès simplement parce que je ne correspondais pas à votre image de ce que devrait être un médecin. » Ces mots pesèrent plus lourd que n'importe quel rapport écrit. Pour la première fois, Adriano se rendit compte que sa vision de Mattia avait été façonnée par des préjugés qu'il n'avait jamais admis. En arrivant au manoir, la scène qui s'offrit à eux le figea. Au milieu du couloir, Lucia se tenait debout, s'appuyant sur le cadre du fauteuil roulant, ses pieds poussant contre le sol dans de petits pas déterminés. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle continuait d'avancer. « Lucia !» s'écria Adriano en se précipitant. Elle leva la main. « S'il te plaît, papa, je dois montrer à Mattia que j'y suis arrivé. Je veux qu'il sache que je n'ai pas abandonné. » Mattia s'approche et s'accroupit pour que leurs regards se croisent. « Je n'ai jamais douté de toi, petit papillon, mais tu n'as pas à te faire mal, juste pour me prouver quelque chose. » D'une voix douce, elle murmura « Tu reviendras ?» Le regard de Mattia se tourna vers Adriano, qui comprit alors que ce n'était pas une question d'embaucher quelqu'un, mais de mettre de côté sa fierté et d'accepter l'aide qu'il avait rejetée. Il comprit qu'il avait jugé un homme exceptionnel selon les critères les plus superficiels. « Mattia, » commença Adriano d'une voix tremblante, « je ne peux pas effacer mon arrogance ni mes préjugés, mais s'il reste une chance, je veux que vous soyez ici. Pas comme mon chauffeur, comme le médecin en qui ma femme avait confiance, l'homme qui a redonné le sourire à ma fille. » Pour la première fois depuis des mois, le visage de Mattia s'adoucit en un sourire. « J'accepte, si vous me promettez une chose. » « Laquelle ? » « La prochaine fois que j'apprendrai à Lucia à danser, vous danserez avec elle. Elle a besoin de son père, pas seulement de son médecin. » Dans ce long couloir silencieux, autrefois froid et sans vie, quelque chose de fragile mais de précieux prit racine. La renaissance d'une famille, comprenant que l'amour ne trace pas de frontières fondées sur les préjugés et que la guérison commence souvent par accepter l'aide de ceux qui veulent la donner, quelles que soient leurs origines ou leur apparence. 2 ans plus tard, le domaine des Velasco ne ressemblait plus à ce qu'il avait été. Le programme Papillon Différent, né d'un partenariat entre Adriano Velasco et le docteur Mattia Corvian,
accueillait des dizaines d'enfants en situation de handicap. Lucia, âgée de 10 ans, marchait désormais avec des béquilles et dansait toujours avec joie, son rire emplissant les couloirs de ce qui était devenu un centre d'espoir. « Papa, aujourd'hui j'aide la nouvelle à apprendre à danser », annonça Lucia en entrant dans son bureau. Elle a peur, mais je vais lui montrer que danser dans un fauteuil peut être tout aussi beau. La poitrine d'Adriano se réchauffa au souvenir du temps où il pensait qu'une telle chose était impossible. Mattia n'était plus seulement le médecin de Lucia. Il était devenu le frère qu'Adriano n'avait jamais eu. Lors des réunions avec les investisseurs, Adriano parlait sans détour. « J'ai failli détruire la chance de bonheur de ma fille parce que j'ai jugé un homme exceptionnel sur son origine sociale. Mes préjugés ont presque tout lui coûté. » La première cérémonie de remise de diplôme remplit la grande salle. 23 enfants avaient terminé le programme. Lucia, appuyée sur ses béquilles, monta sur scène et exécuta sa propre chorégraphie. « Il y a 2 ans, je croyais que je ne serais jamais heureuse, » dit-elle au public. « Aujourd'hui, je sais qu'être différent ne te rend pas moins. Cela veut dire que tu as ta propre façon de voler. » Depuis son siège, les yeux de Mattia brillaient. Il se souvenait de la première chose qu'il lui avait dite. Certains papillons volent différemment, mais ils volent quand même. Adriano avait perdu des relations de son ancien cercle social qui désapprouvait son alliance avec un homme issu d'un milieu modeste. Mais ce qu'il avait gagné, une famille et un but, valait 100 fois plus que cette perte. L'injustice envers les autres est aussi une cage dans laquelle on s'enferme soi-même, déclara Adriano dans une interview télévisée. Quand j'ai enfin vu Mattia pour la personne qu'il est, je n'ai pas seulement aidé ma fille, je me suis libéré. Le projet atteignit bientôt des centaines de familles, chaque année. Mattia rendit publique sa méthode thérapeutique afin que tout médecin puisse l'utiliser. Adriano trouva dans la reconstruction de vie une satisfaction bien plus grande que celle qu'il avait connue en construisant sa richesse. Le manoir, autrefois étouffé par le silence, vibrait désormais de musique et de rire. Adriano comprit que la réponse la plus efficace aux préjugés est de les transformer en pont vers quelque chose de meilleur. Si cette histoire vous a rappelé à quel point nous pouvons facilement être aveuglés aux miracles qui nous entourent, suivez pour d'autres récits prouvant que la véritable valeur humaine n'a ni barrière sociale, ni frontières, ni rang.